Salut à tous, bienvenue dans un Nociné un peu spécial, un nouveau rendez-vous pour ceux qui aiment le cinéma ou qui sont friands de science, ou les deux d'ailleurs. Le principe est limpide, on voit un film, on se pose une question et on demande à un expert en la matière de nous aider à y répondre. Et aujourd'hui, on débute avec un petit bonhomme que vous devez sûrement bien connaître. Le parrain, si je peux l'appeler ainsi, de ce podcast n'est autre que Godzilla, qui squatte le grand écran depuis les années 50. Et on s'intéresse à lui, car ce mercredi 29 mai sort au cinéma Godzilla 2, le roi des monstres de Michael Dougherty, nouvelle itération de la saga. Alors la question, elle est très simple, Godzilla a-t-il pu ou pourrait-il exister dans la vraie vie ? Après tout, avec Tchernobyl, Fukushima et autres Fessenheim en Alsace, tout est possible, non ? Mais avant toute chose, petit rappel des faits. Godzilla ou Gojira pour les puristes ou les japanophones est apparu pour la première fois en 1954 au Japon sous la caméra de Ishiro Honda et n'a presque pas connu la crise depuis avec près de 40 films à son nom, dont un par Roland Emmerich en 1998 avec Jean Reno, c'est dire. Symbole de la peur du nucléaire post-seconde guerre mondiale après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, il véhicule avec lui un message écologique, tel une créature venue d'un âge ancien qui mettrait en garde, voire punirait l'homme pour ses débordements, somme toute nombreux. Question loup qu'il ressemble à une sorte de reptile préhistorique géant dont le bas est inspiré du tyrannosaure, la triple rangée de plaques dorsales tirées du stégosaure, le cou et les avant-bras piqués à l'iguanodon, l'ensemble sous une peau très croco, tendance automne-hiver du Crétacé. Enfin, très dinosauresque un petit peu tout ça. Donc, on s'est dit, qui mieux qu'un paléontologue pour répondre à nos questions. Ça tombe bien, Jean-Sébastien, c'était hier, est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes paléontologue du Centre national de la recherche scientifique, habilité à diriger les recherches au Muséum d'histoire naturelle de Paris et auteur notamment de nombreux livres de vulgarisation scientifique tels que Demain les animaux du futur aux éditions Belin, La science fait son cinéma aux éditions Bélial ou encore Anatomie comparée des espèces imaginaires de Chewbacca à Totoro, tout un programme, aux éditions Cavalier Bleu. Alors Jean-Sébastien, première question importante quand même. Vous l'aimez bien, vous, Godzilla ? Ah, j'adore Godzilla, c'est un monstre fantastique qui évoque évidemment la préhistoire, qui évoque les dinosaures, qui évoque les mutations suite en fait au rayonnement radioactif. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le film en 54 a été censuré aux États-Unis. Et on voit effectivement, comme vous l'avez très bien dit, des caractères anatomiques très intéressants chez Godzilla. Il a du spinosaure, il a du T-Rex, mais il a aussi du mammifère parce qu'il a un buste de catcheur, il a une tête un petit peu avec un museau de chien ou de mammifère. Donc je le classerais plutôt dans les synapsides, c'est-à-dire les reptiles mammaliens qui étaient cousins des dinosaures et non pas vraiment un dinosaurien au sens strict. Cousins, genre ils vivaient à la même période ou ils étaient cousins proches, ils sont pas connus, quoi, genre famille éloignée ? Alors, famille éloignée, mais contemporaine, parce qu'en fait, ils vivaient ensemble, les synapsides et les dinosaures, et les synapsides ont même donné naissance en fait aux mammifères dont nous appartenons. Ah d'accord, donc en fait finalement on descend un petit peu, d'une certaine façon nos grands cousins à nous ont connu les dinosaures, quoi. Tout à fait. En fait il y a un synapside qui est très connu et qui est souvent confondu avec un dinosaure, c'est le fameux Dimétrodon, avec sa crête sur le dos. Ah oui, avec la crête comme ça sur... Oui, d'accord, je vois très bien. Voilà, qui servait plutôt d'organe en fait thermorégulateurs, en fait de radiateur solaire avant l'heure, si je puis dire. Et il est souvent confondu avec un dinosaure parce qu'il a un petit peu une tronche de dinosaure, mais quand on regarde de plus près en fait le crâne, la mâchoire et puis les os de la colonne vertébrale, que sont les vertèbres, on se rend compte que ce Dimétrodon-là montrait déjà des caractères assez propre en fait aux mammifères. Enfin, éloigné quand même, puisque question loup, on n'était pas si proche, quoi. Mais en fait, au cours des 65 ans d'apparition cinématographique de Godzilla, joyeux anniversaire Godzilla, 65 ans ça se fête, il a pas mal évolué en taille. Il est passé d'un petit 50 mètres taille enfant à jusqu'à 318 mètres, soit un chouïa un petit peu plus petit que la Tour Eiffel, un tout petit peu plus petit, puisqu'en 2017, dans Godzilla Planet of the Monsters, produit par Toho Animation, donc il fait cette taille immense. Est-ce que parmi tout cet ensemble de tailles de Godzilla, il y en a une qui serait probable. Est-ce qu'une créature de 50 mètres, je ne parle même pas des 318, mais de 50 mètres, potentiellement, ça pourrait tenir sur deux papates sur Terre ? Difficilement, parce que quand on regarde les plus grands vertébrés terrestres, c'est-à-dire les animaux avec des pattes et des vertèbres qui ont marché sur Terre tout simplement au cours des temps géologiques, on se rend compte que le record, c'était les sauropodes, donc les diplodocus et compagnie, qui faisaient un peu plus d'une vingtaine de mètres à la louche. On est autour d'une centaine de tonnes.
Et là, un reptile mutant, certes, super puissant, ok, mais plus de 50 mètres, qui marche en plus sur ses deux pattes arrière, je doute de la plausibilité scientifique de la bête, d'autant plus que quand on marche sur ses pattes arrière, quand on est bipède, il y a tout le poids qui est exercé au niveau des chevilles, et les os, en fait, l'architecture osseuse présente une certaine résistance, c'est de la résistance des matériaux, qui ferait que Godzilla, malheureusement, au-delà d'une dizaine ou, allez, à tout casser une vingtaine de mètres de haut, ne pourrait tout simplement pas tenir tout seul sur ses chevilles, en fait, sur Terre. Même avec sa queue qui peut servir de gouvernail contrebalancier, ça pourrait pas... Comme un kangourou, d'une certaine façon? Alors, c'est vrai qu'on le voit souvent s'appuyant sur sa queue, un petit peu comme les anciennes reconstitutions, d'ailleurs, du T-Rex dans les années 70, quand j'étais enfant, ou du kangourou, effectivement. Alors, ça pourrait aider, mais reste quand même la masse. Le problème, en fait, de Godzilla, c'est que vous pouvez multiplier par 2 la taille. Il n'y a a priori pas de problème, mais si vous multipliez par 2 la taille, il faut multiplier la masse par 2 fois 2 fois 2. Ah oui, là, ça devient mathématique. Voilà, parce que c'est une dimension au cube, bien. la masse. Tandis que la taille est une dimension, en fait, linéaire. Donc, c'est plus proche de x10 que de x2. Donc, si vous avez un truc de 50 mètres qui fait, on va dire, 15 tonnes, si vous multipliez par 2 la taille, il va faire 100 mètres. Il va être un peu plus costaud. Mais au niveau de la masse, vous avez quelque chose plutôt de 150 tonnes. D'accord, c'est pas du tout le même système. Mais donc en fait, ce serait quoi principalement son problème finalement? C'est la gravité, c'est ça qui l'empêche de se déplacer? Voilà, c'est la gravité, sur Terre en tout cas, qui fait qu'au-delà d'une vingtaine de mètres, encore une fois, même avec une queue qui sert de 3e membre, c'est difficilement plausible. Par contre, Godzilla de plus de 50 mètres dans l'océan, en milieu aquatique, c'est-à-dire son milieu d'origine, il n'y a pas de problème, parce que dans le milieu océanique et dans l'eau liquide, vous avez ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, qui fait que vous avez des choses énormes comme des tankers qui peuvent très bien naviguer, flotter. Donc Godzilla, à partir du moment où il bastonne des sous-marins ou ce que vous voulez dans l'océan, moi ça me va. Par contre, quand il se redresse, alors à 4 pattes, on peut l'imaginer aussi uniquement à 4 pattes, parce que chaque membre va se répartir en fait le poids. C'est ce que font tout simplement les diplodocus. On parle d'organismes graviporteurs, c'est-à-dire qui équilibrent un petit peu la masse et leur centre de gravité pour se déplacer. Là, ça peut marcher. Mais au-delà, franchement, au-delà de 50 mètres de haut ou de longueur, ça me paraît difficilement probable. Oui, c'est vrai qu'en même temps, lui, on a du mal à l'imaginer à 4 pattes parce qu'il a des petits bras. On a l'impression de voir, malheureusement, ces pauvres T-Rex qui ont toujours des petits bras comme ça. Mais c'est vrai que son origine, à la base, est aquatique, puisque son nom en japonais, enfin, je parle pas japonais, mais je sais que c'est Kujira, enfin, ça vient en partie de Kujira, qui veut dire baleine. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur une idée que ce monstre, sympathique soit-il, est quand même à la base aquatique. Donc là, il pourrait clairement exister. Est-ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, dans des temps préhistoriques, potentiellement, un animal de cette taille-là dans l'eau? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? On n'a peut-être pas trouvé les os, mais est-ce que c'est quelque chose qui est possible, qui aurait pu exister? Ah oui, c'est tout à fait possible et même réel. Même aujourd'hui, regardez le grand rorqual bleu qui détient le record en fait de longueur, 33 mètres. Il est plus lourd que le diplodocus. Et en fait, l'eau permet, encore une fois, de répartir ou de lisser en fait la gravité grâce à la poussée d'Archimède. Et puis, dans les océans au Jurassique, vous aviez des reptiles marins qui évoluaient donc dans ces mers et ces océans de l'époque, qui faisaient jusqu'à 18-20 mètres de long. Donc effectivement, en fait, on se rend compte que grâce à cette poussée d'Archimède, la sélection naturelle a retenu plus d'organismes géants que sur Terre, en fait. Oui, donc c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de le voir débarquer, mais techniquement, un sous-marin pourrait faire un jour une rencontre un peu étrange. On peut imaginer, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache au fin fond des océans, de toute façon. On cherche encore, il y a plein de mythes, etc. D'ailleurs, je crois qu'il y a une exposition sur les océans qui a lieu, ou va avoir lieu d'ailleurs, au Muséum d'Histoire Naturelle, si je ne dis pas de bêtises, et qui parle aussi de ces monstres géants. Aussi, Godzilla, il véhicule avec lui toute une mythologie, toute une idée que la radioactivité peut permettre cette création d'êtres géants, en fait. Parce que voilà, on s'imagine potentiellement Tchernobyl ou même Fukushima récemment. Enfin, récemment, ça commence à dater maintenant. Mais est-ce que clairement la radioactivité peut faire des mutations telles qu'un petit iguane ou quelque chose comme ça? Parce que c'est l'idée du film, par exemple, de 98 de ce cher Roland Emmerich, c'est qu'on est parti sur un iguane qui, à cause des essais nucléaires en Polynésie ou je ne sais plus trop où, est devenu un monstre géant. Donc est-ce que la radioactivité peut vraiment avoir
créer des telles mutations, en fait? Alors, je m'arrête un petit peu sur Emmerich parce qu'en fait, son scénario est croustillant. Il refait l'histoire puisque dans la version de 98, si je me souviens bien, ce ne sont plus les Américains responsables en fait des explosions. En fait, ce sont les tests atomiques tout à fait condamnables pour autant, mais français. Donc on voit que les Américains réécrivent un petit peu leur histoire à leur sauce. Ça les arrange bien de plus être les méchants pour une fois. Exactement, en fait. C'est sûr. Et en ce qui concerne les mutations dues aux radiations en fait atomiques, on n'a jamais pour l'instant observé d'agrandissement de taille. On a observé des mutations parfois létales. Ce qui se passe en fait, c'est quand vous avez des rayons alpha, gamma ou bêta qui traversent en fait l'organisme, ils vont également traverser l'intérieur des cellules, et y compris l'ADN. Et l'ADN va muter, en fait, va changer et se fragmenter au niveau moléculaire, ce qui va engendrer des problèmes, voire même des morts. Donc ce qui se passe, c'est qu'on observe souvent l'apparition de tumeurs, par exemple, ou des morts par irradiation, mais pour l'instant, pas d'agrandissement de la taille. On parle en fait, en ce qui concerne l'évolution des espèces, de gigantisme, mais pour l'instant, on n'a pas observé de gigantisme dû directement à des radiations en fait atomiques. Donc pas d'inquiétude, on risque pas de croiser un mouton géant, un de ces quatre, non. Suite à... Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma s'approprie tous ces dangers bien réels, par contre, de la radioactivité. Et à partir des années 50, juste après-guerre, en fait, on voit Godzilla, bien sûr, c'est la naissance des films de type kaiju, les kaiju ega, c'est-à-dire le cinéma de monstres. Et on voit que les cinéastes s'approprient tout ça, pas que au niveau des reptiles. On a tout un bestiaire fantastique qui émerge de ce pan-là en fait du cinéma, avec des monstres géants qui sont des crabes géants, des araignées géantes, des mantes religieuses géantes, des fourmis géantes, et souvent géants. Comment ? Des papillons géants. Parce que j'ai l'idée qu'avec Godzilla, il y a Mothra qui est une sorte de gros papillon géant. Je connais pas un film uniquement avec du papillon géant. Non, mais je pensais à Mothra qui est vraiment Mothra. Très inspiré du papillon. Oui, tout à fait. Ou l'aérosmith. Mais on a en fait plein d'arthropodes, c'est-à-dire des fourmis, des insectes en général, des crustacés, et puis aussi des reptiles. On a des espèces de dinosaures qui apparaissent à peu près en même temps que Godzilla. Je crois que c'est en 1953. On a le fameux Rhedosaurus dans un film franco-américain d'ailleurs. Alors là, le monstre, il est réveillé des glaces, il est décongelé entre guillemets. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. À cause de la bombe. Donc on retrouve en fait les mêmes ficelles scénaristiques de l'impact de la radioactivité, de la bombe, de la catastrophe en fait, et des terreurs qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont réelles bien sûr, mais on voit que les cinéastes s'approprient bien sûr cette menace-là et en font des films de monstres plus ou moins plausibles en termes de science, mais plus ou moins aussi fantastiques en termes de scénario et d'imaginaire. Mais en tout cas, c'est chouette, c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, bientôt on aura des monstres qui vont être décongelés de la calotte glaciaire et ils vont réapparaître avec des mammouths géants ou que sais-je. Donc pas de panique, c'est pas demain la veille qu'on croisera ce cher Godzilla dans nos campagnes. Merci Jean-Sébastien Steyer d'être venu discuter monstres géants avec nous. Et pour vous qui nous écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de ce No Ciné un petit peu spécial. Binge.